Au pas de course, nous allons évidemment ouvrir les échanges parce que le temps imparti pour la séance du panel a été largement dépassé. Et donc, nous allons réduire le temps des échanges, évidemment. Si vous souhaitez intervenir, le principe est simple, vous levez la main, on vous passera un micro. Bon, d'accord. Je ne suis pas surpris que l'aîné Bamba Alex Soleiman veuille intervenir. Est-ce que dans le public, on peut avoir des micro-baladeurs, s'il vous plaît, pour les passer évidemment à toutes les personnalités qui veulent prendre la parole. On va commencer par un dinosaure de la presse. Alors, on va procéder par une série de 5 questions. Questions, interventions, suggestions, c'est comme vous voulez. Je vous demanderai, c'est vrai qu'il y a nos aînés là-dedans, mais je vous prierai, s'il vous plaît, d'être le plus bref et possible, parce qu'il y a beaucoup de mains dans la salle, et donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, on viendra vers vous. Allez-y, cher Ané. Le micro marche pas? Ça va maintenant? Oh, allô? Okay. Je voudrais saluer les éminentes personnalités qui ont bien voulu répondre à l'appel de l'ANP, ce qui traduit bien la volonté des responsables qui sont à ce niveau d'ouvrir le débat et de donner la possibilité aux autres Ivoiriens, aux grands penseurs, aux exégètes de donner leur point de vue, de sorte à orienter, si possible, un certain nombre de prises de position dans un monde qui n'est pas aussi simple que cela. Le journaliste, c'est un être humain. Ainsi que vous-même avez eu la possibilité de camper la situation, suffit-il de vouloir être libre et de parler ex cathedra, alors que on dépend forcément d'un groupe ou d'un gremium dont les moyens vous permettent de subsister. Est-on suffisamment libre pour dire ce qu'on a envie de dire, ou alors est-on suffisamment libre de ne pas dire des choses qu'on voudrait bien que vous disiez ou que vous cerniez, quoique vous suciez que ça peut susciter dans l'opinion un certain nombre de problèmes. Alors aujourd'hui, moi, je suis fort aise devant un parterre de jeunes journalistes, d'intermédiaires, de plus anciens. Fondamentalement, ce sont des hommes et des femmes très bien formés, très bien placés pour le dire. Et on peut rivaliser avec n'importe quelle politique dans ce pays, tant au niveau des diplômes, des compétences que des combats que nous eûmes à mener à des moments importants dans ce pays, lorsque le pays voulut vaciller, le président Foumaï lui-même était au pouvoir. Nous avons été présents. Ça, c'est la dignité. Dans le combat, nous n'en attendions rien du tout, sauf que le socle de notre pays devait rester ce qui doit être, ce qui est resté. Même si, plus tard, les avatars, les ambitions démesurées, les égos, la volonté de paraître, de vouloir annihiler, ou bien de nier aux autres leurs qualités. Il y a des témoins, des acteurs ici, de cette actualité-là, qui ont, j'allais dire, fondamentalement, codé les fondements de cette presse qui, au début du multipartisme, était une presse très forte, pluraliste, et qui donnait la parole, ainsi que j'ai eu à le dire dans une tribune qui m'en avait posé la question. J'ai dit que ce jeune homme mien, Ali Jarasuba, a démocratisé, quoi qu'on veuille dire, l'espace audiovisuel, et les autres ont été obligés de s'y inscrire. C'est la réalité historiale, infalsifiable. C'est aussi simple que cela. C'est une question d'honnêteté aussi. Première affirmation. Deuxième affirmation, ces journalistes, ces hommes et des femmes qui sont ici dans cette salle, sont des libres penseurs. Certes, travaillent-ils pour des organes, pour des sociétés, mais in foro interno, ils sont des hommes et des esprits libres. C'est peut-être parce que sur certains plateaux, des fois, nous ne voulons pas faire preuve de grandiloquence. Non pas que nous ne puissions appuyer là où ça fait mal. Parce que nous sommes peut-être tributaires aussi d'un certain nombre de relations qui inhibent la volonté de pouvoir dire, faire plus qu'il ne le faut. Mais la réalité ici,
c'est que nous sommes libres. Nous connaissons l'abécédaire de la déontologie, de l'institution professionnelle du journalisme, de l'éthique. Mais qu'est-ce que ces phrases théoriques peuvent-elles signifier si le promoteur lui-même, qui s'appuyant sur des considérations qui échappent à celui pour le compte duquel il travaille, qu'après avoir fait une analyse approfondie dans la société et se rendre compte que la plaie dont ici, les experts que vous êtes, les intellectuels que vous êtes, les ambassadeurs qui ont été dans les grands pays, aux Nations Unies, mon grand frère qui est ici, comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, l'ancien était en face du monde. J'ai écouté les religieux, les sourates et les cantiques qui ont été proposés. Je suis musulman, mais je ne suis pas moins bénéficiaire de la catéchèse. Quand j'étais au lycée en France, j'ai appris la catéchèse. Donc je connais bien comment est-ce qu'on ouvre une messe. Une difficile du tout meilleur. Demandez à Dieu qu'il lui ouvrit la porte afin que la prière puisse être dite. Et j'ai inventé, monsieur, monseigneur. C'est la vérité. Et pourtant, nonobstant tout cela, nous sommes assez humbles. Nous regardons, nous évitons de jeter la braise de l'huile sur le feu. Parce que nous avons la volonté, aujourd'hui, de créer les conditions que la cohésion qui a été, à un moment donné, suffisamment, j'allais dire, taraudée, on ne retombe plus dans ces travers, et que nous puissions vivre heureux comme nous sommes. Nous sommes très bien habillés, nous sommes bien parfumés, nous sommes dans une salle qui sent l'argent, parce que bon, c'est ceux qui ont l'argent, qui ont construit la maison, et que on puisse vivre heureux, tranquillement, sans que un groupuscule veuille tout avoir, et qu'à contrario les autres, non. Mais c'est ce qui crée ces frustrations et ces situations-là. Les élections n'ont-elles même pas encore commencé, mais le combat a commencé depuis 6 mois. Et pourquoi ça? Ce ne sont que les élections municipales. Et au-delà, juste un peu les élections régionales. Bref, donc, j'ai envie de tenir le crachat pendant 1 heure afin de faire des leçons au-delà d'ici à la vie du monde, parce que notre classe politique manque de sagesse, tout simplement. Merci beaucoup, cher Ané Bamba Alex Suleiman. Merci beaucoup. Alors, il y a une dame juste là devant qui voulait intervenir. Allez-y. Merci. Et j'ai oublié de préciser, si vous souhaitez adresser la question à une des personnalités sur la scène ici, précisément, il faudra le signaler. Merci. Bien sûr, il faut vous présenter aussi, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Jeannette Kaleguil. Je suis ici membre des organisations de la société civile. Alors, permettez-moi de rejoindre mon groupe et insister sur la question qui nous réunit ici aujourd'hui. Oui. Alors, dans la phrase, je retiens violence. Évidemment, les journalistes sont aussi des hommes. Et lorsqu'on parle de violence, malheureusement, je ne vois pas de femmes, disons, dans le panel, parce que les femmes font partie des premières victimes, les enfants des premières victimes, parce que lorsque nos maris, nos enfants sont au front, nous devenons des veuves et nous avons des orphelins. Alors ici aujourd'hui, je voudrais que nous soyons pragmatiques. La violence, c'est quoi? Elle peut être soft, elle peut être agressive, elle peut être brutale. Alors, est-ce que nous parlons de ce que c'est que la violence? Et lorsque le journaliste comprend ce que c'est que la violence, il est amené à partager les informations, quel que soit le degré, quel que soit le niveau, quelle que soit l'importance de l'information. Lorsque nous avons les élections, est-ce que la presse touche toutes les couches sociales? Est-ce que nous avons une rubrique? Je m'adresse maintenant à nos grands responsables de la communication,
avons-nous une rubrique dédiée aux groupes vulnérables, dédiée aux minorités? Alors, je parle de groupes vulnérables comme les femmes, les personnes handicapées également, les enfants de la rue, nos jeunes qui ne sont pas malheureusement ici dans le panel, pour exprimer aussi leurs préoccupations concernant la violence. Donc, partons d'ici avec un plan d'action concret, réel. En tant que ANP, est-ce que ce serait possible d'avoir une rubrique dans les différents, donc je rejoins mon groupe, dans les différents journaux pour dire que voici les actions, si nous ne les mettons pas, disons bien, qui pourraient créer des veuves, créer des handicaps et créer un monde complètement, disons, déchiré. Et ce serait difficile de le reconstruire. Merci Donc beaucoup. voilà un peu ma Merci requête. beaucoup. Je veux préciser que l'ANP fait ça dans ce genre de panel justement pour attirer l'attention des journalistes les premiers concernés, donc les organisations de la société civile aussi. Si vous pouvez multiplier ces genres de panels à votre niveau pour justement sensibiliser, pour éviter qu'on aille vers la violence. En tout cas, merci de cette contribution, très chère madame. Oui, monsieur, allez-y. Alain Serge Zoubo, journaliste. Oui. Je voulais d'abord dire que pour nous, quand après que le grand frère Bamba Alex Suleiman ait pris la parole avec ce mot académique de parler, mais on va essayer avec notre français terre à terre. Le thème: comment est-ce que la presse nationale peut contribuer à des élections sans violence, qui est, je l'ai dit, pour le spécial élection, nous ramène forcément à l'indépendance de la presse ivoirienne. Sinon, on se pose la question, est-ce que la presse ivoirienne n'est pas liée bras et pieds par les hommes politiques? Je suis très heureux que puis ce panel, sinon à ce panel, il y ait des députés et puis des guides, des députés qui prennent des lois et nos guides religieux qui peuvent faire fléchir les hommes politiques par leur sagesse. Comment peut-on être indépendant, impartial, si des journalistes vivent dans des conditions précaires? Comment peut-on être impartial, indépendant, quand les maisons de presse sont adossées aux partis politiques? Et évidemment, c'est la réalité. Parce que à la tête de nos organes d'information, il y a des relais des hommes politiques qui suivent à la lettre ce que les hommes politiques disent, sinon veulent entendre. Alors il est difficile pour le journaliste, qu'il soit nouveau journaliste ou professionnel, de faire son travail en respectant le code de la déontologie. Et c'est la réalité ivoirienne. Partout, quand vous voyagez, ce qu'on colle à cette presse ivoirienne-là, c'est qu'elle est très partisane. Et c'est la réalité. Regardons ensemble notre presse écrite. Combien de journaux aujourd'hui qui sont indépendants, qui ne sont pas adossés à un parti politique, sont encore là? Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas plus de deux, du moins. Mais on sait qui sont derrière ces deux journaux qu'on qualifie de neutres. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il serait difficile, vu l'environnement, que la presse ivoirienne ne soit pas enclin à déconstruire la paix. En vérité, tant que l'État
ne mettra pas la pression sur nos hommes qui créent les médias de faire appliquer la convention collective. Et cette convention, elle a été arrachée de haute lutte par nos grands frères qui, par cette convention, les journalistes pourront vivre de façon autonome, pourront mieux vivre. Mais malheureusement, la réalité est que la convention n'est plus appliquée en Côte d'Ivoire. Un homme, dit-on, qui a faim, n'obéit qu'à celui qui lui donne à manger. Forcément, les journalistes de Côte d'Ivoire vont aller vers celui qui leur donne à manger et à boire. D'accord, très bien. Là, je suis bien obligé de vous interrompre parce qu'il y a... Je vais poser une dernière question. En 10 secondes. Posez votre question, allez-y. Voilà. Je voulais dire aux hommes politiques qui sont représentés par les députés, à leur niveau, avec leurs partis politiques et leurs journaux qui ont été créés, que font-ils à ce niveau-là pour que ces journaux-là contribuent à ne pas déconstruire la paix? D'accord, merci. Je vous remercie. Merci. Alors, encore une fois, de grâce, soyons le plus bref possible, le plus concis possible, parce que si on prend beaucoup de temps, si on monopolise la parole en quelque sorte, finalement, on ne pourra pas donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Ayant dit cela, je compte sur la concision des prochains intervenants. Le micro, il est où, s'il vous plaît? Voilà, allez-y, rapidement, allez-y. Ok, merci à tous. Bonjour, je suis Patrick Gras, administrateur du travail. Enfin, je vais faire l'effort d'être concis. Je réponds pour moi les problématiques posées déjà parce que, enfin, on se pose, comme l'imam a dit, si je peux paraphraser, lorsque l'émotion, donc le caractère partisan, s'installe, la rationalité disparaît, ce qui ouvre la porte à la violence. Donc, si on part sur le postulat que le journaliste est par nature indépendant parce que bien formé, mais il évolue dans un environnement professionnel. Comme le prédécesseur l'a dit. Il évolue dans un organe de presse qui est affilié ou qui est endossé à un parti politique. Donc, ça revient à l'équation de savoir comment celui-ci peut exercer son objectivité dans un environnement qui est fortement corrompu par le caractère partisan. C'est là toute l'équation. Donc, qu'est-ce qui est mis en place? C'est vrai que les tests existent pour régir, pour donner la garantie de liberté aux journalistes, pour leur garantir leur liberté de conscience, etc., etc. Mais faut pas qu'on se leurre. Le journaliste qui est formé, enfin, à moins qu'il soit entrepreneur, tout le monde n'a pas les moyens d'être entrepreneur, il est destiné à aller postuler, à exercer d'un organe de presse. Donc, je pense que, enfin, tous les acteurs sont là, y compris les députés. Pour moi, c'est un peu un leurre ou un travail inachevé que de garantir aux journalistes une indépendance et ne pas faire la même chose pour l'environnement où il évolue. À quoi servirait cette indépendance si c'est pour être corrompu, cette indépendance évidemment, dans l'organe de presse ULSS. Autre chose, pour avoir été enfin ancien panéliste sur ces thématiques, on va se poser la question si la clause de conscience qui est reconnue aux journalistes est un instrument juridique suffisamment puissant pour lui garantir cette liberté-là. Parce que cette clause-là lui dit, bon écoute, quand tu es dans un organe que tu ne te sens plus en adéquation avec ta liberté de penser, etc., etc., tu peux quitter cet organe sans qu'on puisse mettre cette rupture-là à ta charge. Parce que n'oublions pas, tout journaliste qu'il est, il est avant tout salarié. Donc, il est régi par un code du travail, enfin, le contrat de travail, etc., etc. Donc, la problématique majeure qu'on se pose aujourd'hui, c'est vrai, on pose des réflexions sur la contribution de la presse, etc., etc. Mais pour ne pas que ça reste une vue de l'esprit, je pense qu'il faut aller un peu plus loin pour interroger le caractère partisan des organes de presse ou limiter le caractère partisan des organes de presse afin de pouvoir laisser libre cours à l'objectivité journaliste de s'exprimer. Donc, ça passe par des solutions juridiques, notamment la mise en œuvre effective de cette clause de conscience-là, qui va permettre à un journaliste, quel que soit son bord, de pouvoir traiter de façon optimale, de façon consciente, sa liberté de penser, sans pour autant avoir peur de la sanction qu'on pourrait prendre contre lui. D'accord. Donc, je pense que c'est un peu cela,
Merci pour cette ouverture, cette contribution au débat. Oui, monsieur? Dernière intervention de cette série de 5. Allez-y. Bon, le temps qu'on règle votre micro, je pense qu'on vous entend. Hein. Allez-y. S'il vous plaît, vous pouvez allumer son micro? L'honorable, tout à l'heure, nous a... Lequel honorable? Il y en a 3. L'honorable Kwasi a révélé tout à l'heure que l'ANP le président de l'ANP est nommé par le président de la République. D'où donc maintenant de son indépendance. Est-ce que cela existe depuis belle lurette ou bien ça date d'aujourd'hui en fait? Je voudrais savoir. D'accord. Également, la deuxième question, est-ce que l'honorable également peut accepter de financer un journaliste et demander à ces journalistes un jour de relever les mots qui minent son parti? Comme Ali Drasouba aime le faire souvent à NC 366, où il vous donne la liberté de vous exprimer et de dire ce que vous pensez. Est-ce que il peut vous arriver d'avoir ce courage, dire aux journalistes, bon, voici mon journal, mais écrivez pour dire voici ce qui ne va pas dans notre parti. Merci. Dago, question directe, réponse directe. On commence avec vous. Alors, merci beaucoup, cher ami. C'est pourquoi j'ai dit, comme je sais qu'il est difficile pour quelqu'un qui a créé son entreprise de demander à son employé de travailler contre lui, c'est en cela que je dis que la solution pour moi, c'est de ne pas que les partis politiques créent les organes de presse. Mieux, il ne faudrait pas que les organes de presse soient adossés à des partis politiques. Pour moi, c'est la solution. Parce qu'il est difficile de créer quelque chose, d'employer quelqu'un et de lui demander de jouer contre toi. Donc, pour moi, la solution, c'est de ne pas qu'ils créent les partis politiques créent comment on appelle ça, les organes de presse. Si les organes de presse sont créés par des personnes, par des hommes autres que les partis politiques, les responsables des partis politiques, et là, la loi peut l'instaurer. Et là, la loi peut l'exiger. On peut voter une loi allant dans le sens de donner ce cadrage pour que les partis politiques n'aient jamais l'opportunité de comment on appelle ça, de créer des organes de presse. Et là, on tirerait cela du fait que de notre passé. Et ça serait une jurisprudence ou bien une réalité ivoirienne. Parce que nous avons tiré de notre passé, qui est que lorsqu'il y a eu la possibilité qui a été donnée aux partis politiques de créer des organes de presse, bien entendu, l'environnement politique a été vicié. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais donner comme solution. D'accord. Deuxième question que vous avez posée. Ben, le DG de l'ANP est là. Le président de l'ANP est là. Il va peut-être répondre. Mais je pense que... Oui, je vais répondre quand même, mais je dis qu'il a la possibilité de répondre après aussi. Cher aîné. D'accord. L'ANP, la nomination de l'ANP résulte de la loi qui a été votée depuis 2017. Depuis 2017, nous avons voté aussi des tests nouveaux que nous avons apportés à la modification de cette loi. Et depuis lors, depuis 2022 aussi, c'est ça, 2020, non, 2022, il y a eu des modifications. Et il tire donc sa nomination de ce test-là, de ce test de loi, qui fait de lui quelqu'un qui est choisi par ses pairs, ses compères, et ses compères sont eux-mêmes des représentants de l'exécutif, et ce sont ces représentants des exécutifs qui sont à la majorité dans la nomination qui le votent. Et lorsqu'il est voté maintenant, il devient le président, et cette présidence est entérinée par une signature du président de la République. Vous comprenez? Je peux me tromper. Si je me trompe, vous rectifiez. Mais Comment? D'accord, ok. Donc vous allez m'apporter la bonne information, mais je pense que c'est comme ça j'ai compris les choses.
dans ma compréhension du texte de loi D'accord. que j'ai ici. D'accord, Voilà. très bien. On va permettre au président ou à un autre membre de l'autorité, oui, monsieur le président, de faire les précisions parce qu'il est bon que les uns et les autres ne partent pas avec une confusion quelconque. D'accord. Juste sur ce point, la question de votre collègue Bamba, je pense est pertinente. Il a voulu savoir depuis quand le président de l'ANP est nommé. Et monsieur l'honorable Kra, Dago plutôt, excusez-moi. La première loi de la presse en Côte d'Ivoire date de 1991. La première. Elle a été révisée en 2004. Déjà, la première a institué une commission nationale de la presse. Une commission nationale de la presse. En 2004, la loi a été révisée pour instituer un conseil national de la presse avec un collège. Collège composé de représentants des associations professionnelles, des représentants de la magistrature, des représentants du ministère de la Communication, et des représentants du président de l'Assemblée nationale en 2004. Cette loi a été révisée en 2017, loi 867 du 27 décembre 2017, qui a transformé l'ANP, qui a transformé plutôt le CNP, commission, conseil, en autorité nationale de la presse. Et cette autorité dispose d'un conseil de 13 membres. Et le président du conseil est nommé, désigné, est une personne désignée, un professionnel désigné par le président de la République. Et on a un représentant du président de l'Assemblée nationale. On a un représentant du ministère de la Communication. Et on a un représentant de la magistrature. On a un représentant des consommateurs. On a un représentant des annonceurs. Et on a des représentants des organisations professionnelles du secteur, à savoir la presse écrite, la presse en ligne. Et actuellement, le conseil est composé en majorité de journalistes. La majorité des membres du conseil sont des journalistes. Et je voudrais indiquer que quand on passe, un éditeur passe devant le conseil, parce que vous ne l'avez pas dit, mais je sais que vous le pensez, est sanctionné par l'ANP. Avant d'être sanctionné, il y a toute une procédure de sanction de premier degré. Quand on arrive à la sanction de second degré, l'éditeur en question, l'éditeur de publication, passe devant le conseil pour répondre aux questions. Et s'il n'arrive pas à convaincre le conseil de sa bonne foi, alors il écope de la sanction suprême qui est la suspension. Et le président n'a même pas une voix prépondérante. Dire que le président de l'ANP, parce qu'il est nommé par le président de la République, est déjà sujet à caution, je pense que nous nous retrouvons justement dans ce chapitre où il ne faut publier, il ne faut dire que ce qui est vrai. Et là, je vais revenir à ce que disait tout à l'heure mon père. Ne sortez de votre bouche ou de votre plume que ce qui est vrai. Merci beaucoup. Président, honorable. Monsieur Ali, s'il vous plaît. Oui, monsieur Dago. J'ai eu le temps de prendre le texte de loi qui nous ont même mis à disposition dans le cadre de ce panel. Oui. Et j'ai devant moi l'article 42. Dit quoi? L'article 42 qui dit, l'article 42 et l'article 43 notamment aussi, qui dit, l'article 42 dit l'ANP est composé de 13 membres. Un journaliste professionnel désigné par le président de la République, un journaliste professionnel désigné par le président de la République, président, qui est le président, personne désignée par le président de l'Assemblée nationale, qui est membre, et la suite que nous connaissons. L'article 43 dit, les membres de l'ANP sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur présentation du ministre chargé de la presse pour un mandat d'une durée de 6 ans, non renouvelable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le président de l'ANP est un journaliste qui est désigné d'abord par le président de la République. Et ensuite, les membres des autres membres sont désignés par, j'ai fait l'économie de citer les autres. Mais je prends le cas du président. Il est désigné par le président de la République. Quand on finit de le désigner, ensuite le président prend un décret. Voilà. Prend un décret et nomme ses membres. Bon. On parlait tout à l'heure,
c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure. C'est la question de quelqu'un qui te nomme et que tu dois contrôler. Donc, dès lors où c'est le président qui vous a nommé, comment pouvez-vous le contrôler? Vous dire des choses qui peuvent aller, qui peuvent heurter sa volonté. Voilà. Alors, C'est en cela qu'on demande. Voilà. D'accord. Oui. Mais justement, j'ai fait rappel au test. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais est-ce que le principe est bon? Voilà mon problème. Bon, d'accord, très bien. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît. Merci. Je pense que le président. Oui, parce que dans ma compréhension, cher René, j'ai fini dans ma compréhension. Dans ma compréhension, je l'ai dit au début. L'ANP devait être un organe autonome et différent de l'exécutif. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, on vous a compris. Dans sa configuration. On vous a compris. Voilà. On vous a compris. Dernière précision, monsieur le président. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est bon qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le président de l'ANP est une personne désignée. Il n'est pas le représentant du président de la République. C'est une personne désignée. Et si vous poursuivez la lecture, vous allez vous rendre compte que le président de l'ANP est nommé pour 6 ans, pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Et quand vous poursuivez la lecture, vous allez vous rendre compte que le président de l'ANP ne peut pas exercer d'autres fonctions en dehors de son poste de l'ANP. C'est-à-dire que l'indépendance ne se décrète pas par décret. Mais on le met dans les conditions suffisantes pour qu'il soit indépendant lui-même dans sa tête. Quand j'ai été nommé à l'ANP, j'ai démissionné de toutes les fonctions que j'occupais. D'accord? Pour être indépendant, d'abord moi-même. Je n'ai pas de compte à rendre au président de la République. C'est une fois par an, la loi me fait obligation de déposer mon rapport d'activité à la présidence de la République. Et les membres qui sont au Conseil sont dans la même lignée. Alors on ne peut pas prétendre parce qu'il a été nommé par le président de la République. Dans ce cas-là, vous remettez en cause toutes les institutions de la place. Alors, il y a un problème là, monsieur. Je suis désolé. Non, bon, ok. Bon, d'accord. C'est un choix que de remettre tout en cause, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Non, mais vous n'avez pas la parole. Honorable. S'il vous plaît, on s'est compris. Honorable, vous avez exprimé votre point de vue, on vous a bien entendu. Maintenant, là, vous n'avez plus la parole. C'est un choix que de ne pas croire dans les institutions, du fonctionnement et tout le reste. C'est un droit qu'on vous reconnaît. Nous, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, pour enfoncer la polémique un peu plus loin. On va s'arrêter là. Passer le micro au directeur général de l'IST, qui me semble-t-il, a une précision à faire. Un autre aîné, grande figure dans la corporation, Dr Alfred Damoussa. Oui. Je voudrais tout de suite apporter un élément honorable. Dans les médias, comme peut-être dans d'autres secteurs, il y a les instances qu'on appelle les instances de régulation. C'est-à-dire les pouvoirs publics se font représenter par des personnes désignées dans le secteur. C'est pour ça que M. Samba Kone, journaliste, représente le président de la République. Le président de la République ne peut pas être là, au four et au moulin, en train de réguler les médias. Donc les pouvoirs publics se font représenter par des gens du secteur en qui ils ont confiance et en qui le secteur a confiance. Ça, c'est les instances de régulation. Et puis de l'autre côté, il y a les instances d'autorégulation. Le secteur se choisit des personnes compétentes également, sont élus et eux aussi font le travail de régulation. Ils se regardent dans leur propre miroir. De l'autre côté, c'est des professionnels également en qui le pouvoir donne autorité pour dire veiller sur le secteur et réguler le secteur. Instance de régulation, instance d'autorégulation. J'ai envie de dire, ils font presque le même travail, sauf que le mot de désignation est différent. Les uns sont élus, les autres sont désignés. Mais c'est tous les professionnels. Je pense que ça devait pouvoir vous aider et puis vous sécuriser dans la compréhension des choses. Alors, quand j'aurais dit ça, j'aurais salué également le président de l'ANP. Puis, à ce rendez-vous, je voudrais profiter pour saluer le fond
la forme et le ton de l'intervention du professeur titulaire des universités, professeur Agui Bailly, qui nous a édifiés, qui a introduit le débat. C'est regrettable que les institutions invitées ce jour n'aient pas pu penser à se faire représenter par des femmes. Et une femme l'a relevé. Vous voyez, je suis un homme, mais quand je suis dans cette position et que je vous regarde, j'ai mal. Alors que nous sommes dans une société où il y a des femmes, je ne sais pas combien vous êtes, et on n'a pas pu penser. Ça, ce n'est pas l'ANP. L'ANP vous dit, je vous invite à un débat, et vous devez pouvoir en votre sein de dire, oui, un homme peut partir, mais aussi une femme peut partir. Vous voyez? Et là aussi, c'est des conditions d'une élection qui ne peut pas être apaisée. Voilà. Alors, ensuite, qu'on puisse dire aux médias respecter l'éthique et la déontologie, je dis, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une très bonne chose de nous rappeler cela. Mais le respect de l'éthique et la déontologie, c'est le respect aussi des faits. C'est le respect des faits. Sacré. Les commentaires sont libres. Les faits, c'est aussi les résultats des élections. Est-ce que les partis politiques représentés ici aujourd'hui peuvent s'engager à dire que les prochains résultats qui vont être communiqués vont être pris comme des faits et être respectés? Parce que c'est souvent que les politiques, chacun a son résultat. Alors qu'il doit avoir un résultat, le résultat. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui vont partir d'ici en s'engageant, soutenus par la société civile et les religieux, pour dire une élection n'a qu'un résultat, quel qu'il soit, que ça plaise, que ça ne plaise pas. Donc ça aussi, c'est le respect de l'éthique et de la déontologie, c'est-à-dire le respect des faits. Ensuite, je dirais que c'est regrettable qu'on ait pu attribuer aux journalistes la mission de formateur des militants, de formateur du public. Nous, on rend compte des faits. Vous voulez nous donner d'autres missions, missions de formateur. Ça dit, et j'ai été heureux que l'honorable Famoussa Koulibaly ait commencé par humilité à dire, mais nous, partis politiques, vecteurs de violence, au nom de quoi nous allons donner des leçons à des journalistes. Pourquoi on attribue aux journalistes, aux médias, la mission de formateur des militants, alors que les partis politiques doivent avoir des écoles pour former les militants, pour leur mettre à disposition la Constitution, pour leur mettre à disposition tous les éléments qui doivent leur permettre de savoir ce que c'est qu'une élection et faire la différence entre les élections, et à quel moment il faut donner les résultats, et à quel moment il faut respecter ces faits, se représenter dans les bureaux de vote, etc., etc. Ça, c'est sûr, mais il y en a qui ne se vont même pas représenter dans les bureaux de vote, et ils sont les premiers à contester les résultats. Donc nous, tant que ça se fera comme ça, nous on continuera, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, à dénoncer. C'est ça notre mission. Quand le train n'arrive pas à l'heure, nous on dit ce train-là n'est pas arrivé à l'heure, on dénonce. Et c'est à ça qu'on va assister. Mais on le fait dans l'apaisement. C'est aux partis politiques que ça ne plaît pas toujours. Parce qu'ils ont leurs résultats. Et quand nous on dit c'est ça le résultat, ils ne sont pas contents. Parce que ça ne les arrange pas. Tant que ce ne soit pas eux qui sont élus, ça ne les arrange pas. Donc, messieurs, j'allais dire mesdames et messieurs, non, c'est messieurs, les politiques, puisque vous refusez de vous faire représenter par les femmes, est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui de dire que les prochaines élections vont donner des résultats et que ces résultats vont être
respectée. Merci. Merci beaucoup, docteur Alfred Damboussa. Vous vouliez intervenir tout à l'heure? On peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Pardon, voilà. Merci à tous ceux qui nous ont posé des questions, qui ont réagi. Commencer par notre aîné Bamba Alex. Il a dit une chose, bon, parce que la prête aussi, c'est notre miroir, que les hommes politiques manquent de sagesse. Les hommes politiques manquent de sagesse. Mais moi, ce n'est pas ça qui me chagrine ou qui me gêne. C'est de la même façon qu'on nous demande la contribution de la presse. Quelle peut être la contribution des acteurs politiques que nous sommes pour la crédibilité ou l'intégrité de la presse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le plan structurel, sur le plan conjoncturel, qu'est-ce qu'on pense qu'on peut faire aujourd'hui ou demain pour améliorer la condition d'organisation et de fonctionnement de cette presse, de sorte que ça soit à l'image de la culture démocratique dont nous rêvons. C'est un processus, c'est vrai. Donc, en cela, nous voulons donc un retour. Et quand nous avons parlé de formation, oui, nous avons le professeur ici qui a été professeur de l'ISTC, directeur général de l'ISTC plutôt, et il est toujours, parce que je sais qu'il exerce par ailleurs de l'autre côté, dans d'autres. Donc ce que nous... Non, on ne va pas faire de polémique dessus. Voilà, le directeur de l'ISTC. La formation dont nous parlons, ce n'est pas une formation... Je vais finir, j'en viens. Ce n'est pas une formation académique. Oui, allez-y. Ce n'est pas moi qui discipline la parole. Hein. Le seul professeur titulaire des universités ici, même si par abus on appelle tout le monde professeur, c'est le professeur Agui Bailly. Ah, d'accord. Et professeur Hugues Koné. C'est eux les professeurs. Moi, je ne suis pas professeur. Merci. Je suis journaliste. Si on va au plan universitaire, je suis juste docteur. Merci, docteur. Docteur n'est pas professeur. Merci, docteur, pour votre humilité. Je suis directeur général de l'ISTC Polytechnique. Merci. C'est ce que je fais comme activité. Il n'y a pas d'autre activité. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, merci pour votre réaction. Ce que je voulais dire, c'est que la formation dont on parle, ce n'est pas de la formation académique que nous attendons. D'accord. C'est de la sensibilisation que nous attendons. Mais nous voulons construire une démocratie avec la presse. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous voulons être des partenaires de cette presse et non pas des adversaires de cette presse. Et que tout ce que nous devons faire ou nous pouvons faire pour améliorer la qualité de cette presse, il faut qu'ensemble, nous puissions nous asseoir pour contribuer à cela. Ça éviterait peut-être des débats sur, bon, on a pris des textes et que on nomme par là, on nomme par-ci. Dans tous les cas de figure, la plupart des textes législatifs, c'est à l'Assemblée nationale ça se passe. Et c'est les partis politiques qui engagent les députés qui sont là-bas. Ça veut dire que ce que nous voulons que la loi soit, nous pouvons donc influer à tout moment sur cette loi-là. S'il y a des imperfections, on peut rencontrer les instances pour en parler et voir quels sont les cas d'amélioration que nous pouvons entreprendre pour faire en sorte que nous soyons tous dignes d'une démocratie véritablement qui soit à la hauteur de nos espérances. D'accord. Donc c'est ce que je voulais ajouter.
Toutes mes excuses au, Non, il n'y a pas de au problème. docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3 dernières interventions pour terminer. Ah, d'accord. Comment? Vous voulez réagir? D'accord, très bien. Allez. Bon. Aïe, aïe. Doucement, s'il vous plaît. On m'avait remis, on m'avait remis le micro. Il y a une femme. Bon, d'accord, la femme d'abord. Non, laisse. Non, monsieur, gardez le micro d'abord. Il y a une femme dans le fond qui veut intervenir. Ah, mais c'est une consoeur. Ben, je ne dis pas que c'est pas une femme, c'est pour ça que je dis c'est une consoeur. Une consoeur, c'est pas un homme, monsieur. Alida Zegui Penyene, de RTI 1, allez-y. Je m'exclame parce que c'est pour ça que je dis que c'est une consoeur. Merci Ali. Bonjour à tous, chers aînés. Alors, moi, j'ai envie de parler aux partis politiques. Je suis étonné. Il a dit mon nom, il m'a présenté. C'est pour ça que je n'ai pas redit. C'est pas grave, reprenez. C'est pas grave. Sephora Zegui de la RTI. Alors, je suis étonné par les propos politiques. C'est vous, les partis politiques, qui avez la violence dans les paroles durant vos meetings, pendant vos prises de parole en public. Et les gens, s'ils viennent, c'est la violence que vous leur servez pendant vos meetings qu'ils retranscrivent dans leurs écrits. Moi, j'ai envie de vous demander, chers partis politiques, de bannir de vos propos la violence. Plus vous bannissez la violence, plus les écrits des journalistes seront vraiment sains. Ça sera des écrits de paix, ça sera des écrits vraiment... C'est vrai, jetez-nous la pierre, on prend. Je demande aussi à l'ANP de former les patrons de presse. Parce que les journalistes qui sont assis ici dépendent de quelqu'un. Le journaliste, il est venu, il a pris ses notes, il va écrire son reportage. Le patron de presse, lui, il veut vendre son journal. Il veut que le journal soit acheté par 10 000 personnes, 1 million de personnes. Donc, il va prendre un titre, excusez-moi du thème, bandant. C'est des titres qu'ils vendent, qu'ils vont donner aux journaux. Du coup, par exemple, je prends un exemple où vous-même, les partis politiques, quand un journaliste finit d'écrire le reportage que ça passe à la télévision, vous appelez nos directeurs ou nos rédacteurs en chef pour dire que la partie qui est passée là, c'est pas ce que je voulais. Ou j'attaquais Kone Katina là, c'est là-bas je voulais. Il n'a pas pris. Ça arrive. Tous les jours, c'est ce qu'on vit. Nous, on est des êtres humains aussi. On vient, on sait que un propos qu'un tel a tenu, ça peut embraser, ça peut créer la guerre. Donc, on n'utilise pas ces propos-là. Mais quelque part, il a dit quelque chose qui peut apaiser. On utilise cette partie-là, mais vous êtes fâchés. Donc, moi, j'ai un problème avec vous, les hommes politiques. Apaisez vos paroles et puis la paix, rien que la paix. Merci. Beaucoup. Tout à l'heure. On va poursuivre avec les femmes, c'est la tendance. Bon. Madame... Oui, madame, allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Irel Flora, analyste des politiques publiques et président de l'ONG Communication et Citoyenneté. Je suis journaliste de profession. Et remercier notre devancier qui a parlé de la représentativité des femmes dans ce panel. Monsieur Samba Kone a eu l'aimable gentillesse de nous y inviter et je pensais dans le panel que les partis politiques allaient se faire représenter au moins par une femme. Il n'y a aucune femme sur votre plateau et nous en sommes un peu tristes. Et donc, sur cette question, je souhaiterais demander aux partis politiques, est-ce que la représentativité qui vous a été obligée sur ces élections 2023, est-ce que le renouvellement de vos attitudes ont déjà commencé? Est-ce que dans vos différents partis politiques, on a demandé en plus de la représentativité, l'alternance des postes? Est-ce que vous avez commencé à mettre des actions sur le terrain en cette question-là? Est-ce que pour les élections 2023, municipales et régionales, vous avez prévu mettre les femmes dans les différentes invitations pareilles? Alors, excusez-moi, du Allez-y. reste,
Mais je me permettrai de vous inviter à échanger avec les partis politiques. On n'a plus beaucoup de temps et la question concerne effectivement essentiellement leur organisation en interne. On va leur permettre de réagir sur tout ce qui est en lien avec le thème pour terminer. Et je vous promets qu'ils se soumettront à vos questions volontiers à la fin de ce panel, si vous le permettez, bien sûr. Oui, donc qu'ils nous disent juste, est-ce qu'ils ont déjà commencé? C'est ce qu'on veut savoir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. D'interrompre la série. On avait promis passer la parole au monsieur juste devant. La dernière, bien sûr. La toute dernière. Allez-y, monsieur. Aimé Narcisse Boli, chef d'entreprise de presse, journaliste professionnel et PCA de la FIFDA, Fondation internationale pour la paix, la presse et pour le développement durable en Afrique. Je tenais à féliciter l'ANP pour cette opportunité qu'elle nous donne, mais c'est une contribution qui est un comité de suivi et évaluation de cet atelier, parce que c'est vrai, quand il y a les élections locales, il y a moins de violence. Et nous savons que les élections locales du 2 septembre, c'est un test préparatoire des élections, futures élections présidentielles 2025. Donc je souhaite qu'il y ait un comité de suivi et évaluation, surtout qu'à l'ANP, la société civile n'est pas encore représentée. Nous avons évoqué de très bonnes choses ici. Nous avons dit de très bonnes choses, mais je souhaite que la réflexion continue au-delà de cet atelier en mettant l'accent sur les activités d'un comité de suivi et évaluation. Parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose. La presse, en moins de 2 semaines, ne pourra pas préparer les élections en paix. Ça, ne nous flattons pas. Y a pas de... Mais pour les élections de 2025 et après, je pense que le comité de suivi et évaluation peut nous aider à atteindre un objectif. D'accord. Merci pour votre attention. Merci infiniment à vous et à toutes celles et ceux qui ont participé à ces échanges-là. Nous voici donc au terme de ce panel-là. Bien sûr, je viendrai à vous, ne vous inquiétez pas. On va permettre à chacun de nos intervenants, on va leur demander, s'il leur plaît, de respecter la limite de 30 secondes chacun pour le mot de la fin, sinon on s'éterniserait sur cette scène. On va commencer cette fois-ci par les acteurs de la société civile et terminer par les hommes politiques. Monsieur Mahamadou Kouma, c'est à vous. Je termine par des mots de remerciement à l'ANP qui nous offre une telle belle initiative. Je conclus que, en termes de recommandations, que pour transformer, il faut informer et former. C'est un triptyque qui est important. L'autre élément, je reviens toujours au respect de l'éthique et de la déontologie, que chacun travaille comme il se doit. D'accord. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Kouma. Docteur Kwasi? Non, c'est Kwame. Docteur Kwame, autant pour moi. Mon mot de fin, c'est un philosophe, anthropologue, qui l'a dit. Informés, les individus sont des citoyens. Mal informés, ils restent des sujets. Pour ma part, je pars d'ici en appelant tout le monde à aller lire la Constitution, le Code électoral, le cadre juridique et réglementaire de la presse. En somme, j'appelle tout le monde à avoir les informations sur le fonctionnement d'une république qui est notre beau pays, la Côte d'Ivoire, si vraiment nous voulons la construire vers la prospérité partagée. Merci beaucoup. Père Jésus, Hervé. Notre seul bien, c'est la Côte d'Ivoire. Le précieux que Dieu nous a donné, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Ensemble, travaillons pour un monde pacifié, fraternel, ouvert et réconcilié. Un monde où tous nous nous soutenons, un monde où tous nous voulons le bonheur les uns pour les autres. Merci. Merci. Imam Haroun Kone. Le mot de fin, c'est d'appeler tout le monde à la crainte de Dieu. Au-delà de nos divergences, de nos appartenances, nous sommes frères dans l'humanité. Et cette fraternité-là a besoin d'être entretenue pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment.
Honorable Famoussa Koulibaly. Merci. Je voudrais, au nom du féliciter les initiateurs et surtout reconnaître que notre presse est mature. On a vu les élections de 2021. Pour la première fois, toutes les tendances y ont participé. Il n'y a pratiquement pas de violence et nous comptons en tout cas sur les différents acteurs pour que cette fois-ci, ce soit la force des arguments et non des mots qui puissent jeter le feu et dans notre si beau pays qui nous est si cher. Merci beaucoup. Honorable Dago Kwasi Auguste. Merci beaucoup. Je n'aurai malheureusement pas le temps de répondre à certaines préoccupations qui ont été posées et auxquelles j'avais bien voulu répondre. Mais ce n'est pas bien grave. Ce que je voudrais dire aux journalistes, le thème concernait aujourd'hui les journalistes, c'est pourquoi nous nous sommes prononcés et nous avons donné les critiques sur les journalistes. Le jour où ça concernera les hommes politiques, nous allons critiquer les hommes politiques. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je voudrais simplement demander aux journalistes, dire aux journalistes, courage. Courage et courage. Votre métier n'est pas facile par rapport à cet environnement dans lequel nous sommes. La critique est terminée. Je suis en train de parler et de faire une conclusion. Votre métier n'est pas facile et l'environnement ne vous permet pas de vous exprimer convenablement. C'est pourquoi je vous dis courage, courage et courage. Ayez toujours en esprit la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Beaucoup, honorable. Merci. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Le mot de la fin, c'est la formation, encore la formation, parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans démocrate. Et puis aussi la réconciliation nationale. Je vous remercie. Merci infiniment. Excellence. On termine avec vous, honorable. D'accord, merci. Merci à nous donne l'occasion. Le Front populaire ivoirien et avec moi des autres partis politiques, nous promettons zéro violence pour les élections à venir. Zéro violence. Donc voilà mon engagement, tout en remerciant tous les participants et surtout notre ami modérateur. Merci. Merci à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, les organes de presse sont une composante de la société ivoirienne avec une spécificité d'être le miroir, le reflet de la société. Si on a des politiques, des guides religieux et des acteurs de la société civile qui ne font pas preuve de violence, la presse ne saurait relayer la violence. À tous les niveaux, soyons responsables. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris part à ce panel organisé par l'ANP. Je vous prie de faire encore des applaudissements pour le président de l'ANP, le président Samba Koné. Merci pour cette initiative. Vive l'ANP Academy. Merci beaucoup et on espère avoir des élections sans heurts, sans incidents majeurs. Merci encore une fois à professeur Bailly qui nous a éblouis tout à l'heure avec cette conférence très édifiante. Merci à toutes et à tous. Messieurs les panélistes, on va se retirer pour laisser libre cours à la suite de cette cérémonie. On va faire une photo de famille, d'accord, très bien. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à rester en place. Le programme n'est pas encore totalement achevé. Les panélistes vont rester en place pour la photo de famille avec le modérateur, oui, en place, là, sur l'estrade. Sur l'estrade, selon les instructions du comité d'ordre. On va appeler le premier rang des officiels à les rejoindre. Le président, le docteur Damoussa. On va vous appeler sous la conduite du service d'ordre à rejoindre les... Ils vont rester en place, hein. Les panélistes vont rester en place, ils vont s'asseoir. Oui, oui. Nous allons inviter sur ces mots le président de l'ANP pour son mot de fin. Ils vont rester assis. Ali, s'il te plaît, voilà, vous vous asseyez.
Oui, c'est bon, Président. Pour son mot de fin, le Président de... Je ne serai pas long du tout. Ah oui, d'accord. Je disais simplement que la glycémie étant très basse, je ne serai pas long du tout. Je voudrais très sincèrement vous dire merci. Un grand merci d'abord à l'assistance pour avoir tenu pendant près de 4 heures, à suivre attentivement tout ce qui a été dit ce matin. Merci aux panélistes. Quand nous avons eu cette idée, c'était une gageure. Nous étions loin d'imaginer que nous pouvons réaliser ce panel. Et au fil du déroulé, en rencontrant les partis politiques, parfois au plus haut niveau, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, c'était une idée à poursuivre. Mais jusqu'à la fin, ce n'était pas évident. Et là, ce matin, je suis un homme comblé. Parce que je suis un régulateur, à réguler un système difficile, qui travaille dans des conditions difficiles. Et quand on met un journaliste comme régulateur de ce système, de ce comédia, de ce écosystème, c'est pour qu'il apprécie le travail qui est fait par ses confrères, qui travaillent dans des conditions difficiles. Et en organisant ce panel, notre souhait, c'était de voir les partis politiques. Et notre consoeur de RTI1 l'a dit de façon précise. Nous sommes le reflet de la société. Quand la société est violente, les médias sont violents. Nous ne sommes pas Radio Mille Collines. Radio Mille Collines est un instrument. Nous ne sommes pas encore un instrument, nous sommes le miroir. Alors ce que nous demandons aux partis politiques, c'est dans leur prise de parole, dans l'espace public, de penser à la cohésion sociale. Et s'ils le font, ils verront que la presse ivoirienne sera une presse modérée, une presse tempérée. Il ne peut pas y avoir d'élection sans violence, c'est vrai. Mais point n'est besoin de jeter l'huile sur le feu. Je ne referai pas à la conférence, je voudrais simplement vous dire grand merci. Grand merci pour cette amabilité que vous m'avez faite. Grand merci pour avoir pris de votre temps pour venir nous édifier sur vos attentes. Et je pense que les journalistes qui sont dans la salle ont compris. L'honorable Kra a dit ceci. Les journalistes n'ont aucune obligation de reproduire les violences qu'ils entendent dans les meetings. Ils n'ont aucune obligation, quelle que soit la personnalité qui ait prononcé ces violences. Et nous avons pris il y a 15 jours ou 3 semaines un arrêté à l'ANP pour demander aux journalistes justement d'éviter de reproduire ces violences, ces mots de haine qui peuvent fragiliser davantage la cohésion sociale. En tout cas, merci à vous et rendez-vous à la prochaine. Merci, Monsieur le Président.